suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire. Le prince souverain participait ce mardi à la cérémonie d'ouverture de la réunion du GIEC sur le rapport des océans et de la cryosphère soutenue par la fondation Prince Albert II. À l'occasion de la 5e journée du handicap, nous vous proposerons un large volet sur les avancées en matière de mobilité et de loisirs proposés en principauté. La MAD Monaco a permis la rénovation du service de pédiatrie et des urgences pédiatriques du CHPG. Nous reviendrons sur ces nouveaux aménagements. Le Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO propose une toute nouvelle exposition intitulée Bizarre. Nous vous ferons découvrir ces œuvres qui étonnent. Et nous refermerons ce journal avec les célébrations de la Saint-Nicolas en la cathédrale de Monaco. Je vous en parlais en titre, une réunion de cadrage rassemble les membres du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Cette semaine, au Novotel, le prince souverain a participé à la cérémonie d'ouverture. Sandrine Nègre et Serge Prémont. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique, avait annoncé la nouvelle au printemps dernier au Kenya, celle de la production d'un rapport spécial sur les liens qui existent entre le changement climatique, les océans et la cryosphère, surface de la Terre où l'eau est présente à l'état solide comme en Antarctique. Une décision qui constitue un signal fort afin d'encourager la communauté internationale à poursuivre les actions en faveur de la planète. La réunion de cadrage du projet de ce rapport spécial a débuté à Monaco le 6 décembre au matin. Elle se poursuivra jusqu'au 9 et rassemble chercheurs, scientifiques, physiciens, océanographes, climatologues, météorologues. Tous peuvent attester des conséquences directes des changements climatiques subis par les océans, comme l'acidification ou l'augmentation du niveau de l'eau. Il s'agit d'un sujet très important, comme vous le savez. Les océans couvrent 70% de la surface du globe et ils absorbent en fait tous les problèmes liés aux émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les processus ont des conséquences dans l'air, bien sûr, mais aussi sur les océans et plus largement encore sur l'humanité. On retrouve même des traces dans les calottes glaciaires, des conséquences négatives en résumé, et c'est pour cela que le travail de tous ces experts est ainsi primordial. Et il va nous permettre de comprendre comment mieux appréhender ces problèmes. Kobaret, vice-présidente du GIEC et présidente du comité scientifique pour le cadrage de ce rapport, a évoqué également l'importance de ce rendez-vous ici sur le sol monégasque, puisque son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la fondation qu'il préside s'impliquent activement dans la lutte contre les changements climatiques. Monaco a d'ailleurs mené un travail important en faveur de l'établissement de ce rapport spécial. Le souverain a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture qui, tout comme celui du président du GIEC, était empreint d'optimisme, car le temps est à l'action et des initiatives se multiplient et doivent se poursuivre un peu partout dans le monde. C'est une belle satisfaction, c'est une belle reconnaissance, je crois, de la part du GIEC et de l'ensemble des scientifiques qui participent à l'élaboration de ces différents rapports, et notamment de celui sur les océans et sur la cryosphère. Et je pense que pour Monaco et pour les pays aussi qui étaient avec nous pour aider à pousser le GIEC à faire ce rapport spécial, je pense que c'est une première étape. Le fait qu'elle ait lieu à Monaco, c'est une belle reconnaissance. Et je pense que c'est un beau point de départ pour ce rapport qui est très attendu par l'ensemble des pays. IPCC is very grateful for the foundation support. Le GIEC est vraiment très reconnaissant à la Fondation Prince Albert II, car vous savez, nous soutenons le travail de scientifiques à travers le monde, et cet appui de la part de la Fondation, en ce qui nous concerne, est vraiment important à l'échelle internationale. Et nous espérons d'ailleurs voir ce soutien se poursuivre. Une centaine d'experts venus de 40 pays différents se penchent donc tout au long de la semaine sur ce projet de rapport spécial du GIEC, soutenu également par le gouvernement princier. Le GIEC, organe international chargé d'analyser scientifiquement les changements climatiques.
Il a été établi il y a un peu moins de 30 ans par le Programme des Nations Unies pour l'environnement notamment. Les éléments seront ensuite présentés et fournis aux responsables politiques pour une adoption du rapport au début de l'automne, en septembre 2019. Nous ouvrons à présent un large volet consacré au handicap. La journée internationale dédiée aux personnes handicapées se tient traditionnellement le 3 décembre. Mais afin de réunir un plus large public, elle a exceptionnellement été organisée ce lundi au lycée technique et hôtelier. Cette 5e rencontre du handicap était orientée autour de la mobilité et des loisirs en principauté. Voyez ce reportage. La Journée internationale des personnes handicapées voit le jour en 1992 à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, l'occasion de mieux faire connaître la question du handicap et d'instaurer un dialogue. Dans le monde, une personne sur 7 souffre d'un handicap. Cette année marque le 10e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Du côté de la Principauté de Monaco, une journée de sensibilisation est organisée depuis 2012. Monaco, à travers le gouvernement princier, a fait beaucoup depuis de nombreuses années maintenant, puisqu'il y a la loi cadre de 2014 qui est une des plus progressistes d'Europe en faveur des personnes handicapées, qui a créé des aides financières importantes, qui a créé l'insertion professionnelle vraiment avec un statut de travailleur handicapé, et puis qui n'a pas oublié les familles avec le statut des aidants. Vous savez aussi que tout récemment, c'était le 1er décembre, a été votée une loi sur l'accessibilité du cadre bâti. Justement, le thème que nous retenons cette année de la mobilité des personnes handicapées. Cette loi va encore marquer de grands progrès. Elle va rendre obligatoire l'accessibilité de tous les services publics et de tous les lieux publics pour les personnes handicapées dans le service public. Elle va aussi imposer pour toutes les constructions d'immeubles nouveaux l'accessibilité des parties communes. Et chaque fois que des travaux seront réalisés dans des immeubles anciens construits après 1947, sera aussi imposée la mise en accessibilité des parties communes. Cette année, l'accent a été mis sur la mobilité et les loisirs, une nécessité d'une ville aménagée et accessible pour toutes les personnes en situation de handicap, mais plus largement pour toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer dans leur quotidien, telles que les personnes âgées, les personnes ayant subi un accident et donc immobilisées de manière temporaire, ou encore les personnes avec poussette. Nous avons fait beaucoup depuis plusieurs années pour la voirie, en aménageant les trottoirs, en aménageant les passages cloutés. Beaucoup de choses ont été faites aussi pour les transports. La plupart des autobus désormais, et tous le seront d'ailleurs en fin d'année, accessibles aux personnes handicapées. Nous avons mis en place un service de Mobibus qui est en fait un bus à la demande qui gratuitement, 7 jours sur 7, jours fériés compris, va chercher à la maison les personnes handicapées, les amène là où elles souhaitent aller pour des rendez-vous bien sûr médicaux ou de loisirs et les ramène ensuite jusqu'à leur domicile. Et puis le stade Louis II a été aménagé, je pense à sa piscine, je pense aux piscines municipales aussi, celle du port, celle de Saint-Charles. Et donc tout ceci est présenté aujourd'hui justement par les différents intervenants. Cette 5e rencontre monégasque permettait à l'ensemble des acteurs s'occupant du handicap en principauté d'échanger avec le public sur des questions essentielles du quotidien, des échanges constructifs pour faire évoluer les mentalités. Vous venez de l'entendre dans ce précédent reportage, les transports en commun de la Principauté s'adaptent progressivement aux besoins des personnes à mobilité réduite. Christine Datomel les a testés pour vous. Quelle que soit la forme du handicap, qu'il soit moteur, mental, psychique ou sensoriel, la Principauté de Monaco met tout en œuvre pour faciliter la prise en charge des personnes à mobilité réduite et les aider au quotidien, comme notamment dans leurs déplacements. En Principauté, quand on parle de mobilité réduite, on pense à la chaîne de déplacement, c'est-à-dire qu'on pense à ce que les personnes puissent sortir de leur domicile en toute mobilité, à savoir on traite la voirie dans un premier temps, tout ce qui est entrée charretière, passage piéton, puis après les transports publics avec le réseau Compagnies Autobus de Monaco qui est désormais complètement accessible, le service à la personne de transport Mobibus et également le bateau-bus complètement accessible et en dernier lieu l'accessibilité aux bâtiments publics recevant du public et également les bornes d'accueil et l'accessibilité aux étages et les WC également qui leur sont dédiés.
concernant la mobilité réduite, effectivement, on pense personnes en fauteuil, mais il faut voir beaucoup plus large avec des personnes, notamment les personnes âgées, les mamans en poussette également, et puis ça peut toucher aussi une personne qui a été victime d'un accident. Donc en fait, ça sert à beaucoup de personnes, tous ces aménagements. Un programme d'action est mis en place tous les ans par l'administration monégasque pour améliorer les infrastructures liées au handicap. La largeur et le type de revêtement des trottoirs, la hauteur des abaissements au niveau des passages piétons, la pente des rues, les équipements des véhicules de la compagnie des autobus de Monaco, tout est recensé pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite en principauté. À Monaco, on a décidé d'équiper tous nos bus de rampes électriques, donc ce qui permet à n'importe quel fauteuil de monter dans le bus. On a augmenté aussi le nombre d'emplacements à l'intérieur du bus, donc ça permet de stocker aussi des poussettes et des fauteuils. On a mis en place les annonces sonores aux arrêts, ce qui permet à une personne malentendante, enfin en tout cas malvoyante, de faire en sorte d'entendre l'arrêt sur lequel on arrive. Et on a mis en place aussi, grâce à l'initiative de la DAS de Monaco, un boîtier avec une fréquence européenne qui permet à une personne, cette fois-ci malvoyante, d'arriver à un arrêt, de savoir quel bus va arriver. Et en plus, on couple ça à la technologie hybride, donc on arrive à avoir une conduite beaucoup plus souple au niveau de la principauté, parce qu'on a beaucoup d'arrêts rapprochés, accélération, freinage, donc ça fait en sorte qu'à un moment donné, on crée le risque, c'est plus accidentogène. Donc là, on arrive à une conduite beaucoup plus souple, et faire en sorte qu'on améliore quand même de jour en jour le parc de bus et l'accessibilité. Pour les conducteurs, ils sont sensibilisés à l'utilisation de toutes les démarches par rapport aux arrêts de la principauté. Tous les arrêts sont plus ou moins accessibles avec une certaine manipulation. Ils sont formés à ça, on a encore du travail sur ça et c'est un travail de tous les jours. Accessible sur simple appel téléphonique et sur réservation, un service de transport à la demande a été mis en place depuis 2010 par le gouvernement princier. Entièrement gratuit, ce dispositif plus personnel que le bus est mis à la disposition des personnes handicapées. Prises en charge à leur domicile, elles peuvent être transportées en n'importe quel point du territoire monégasque ou des 4 communes limitrophes. Lors des déplacements, le retour est également pris en compte. Aujourd'hui, nous avons 209 adhérents et le Mobibus est un service qui travaille tous les jours de l'année. Donc nous avons un camion tous les jours, 7 jours sur 7, et un autre camion du lundi au vendredi, 10 heures par jour. Alors est-ce qu'il est beaucoup utilisé ? Franchement, énormément. Nous avons fait plus de 7000 rotations déjà depuis début 2016, ce qui est une augmentation de 16% de plus que l'année dernière. Je suis dans cet état depuis 18 ans. Alors s'il n'y avait pas eu le Mobibus, je serais déjà morte de toujours rester à la maison. C'est une merveille. C'est une merveille pour nous autres handicapés. Et alors vous l'utilisez dans quelles conditions ? Pour aller me promener. Voilà, me promener. Ou alors on va se promener ici, ou alors on va faire des courses à Carrefour. Voilà. Vous l'utilisez en moyenne combien de fois par semaine ? Lundi, mardi, mardi, jeudi, samedi, dimanche. 5 fois. Je l'utilise, j'en fais un bon usage 5 fois par semaine. Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h aux personnes détenteurs d'une carte de transport délivrée par la Direction de l'action et de l'aide sociale. Depuis 2009, le bateau-bus surfe quant à lui sur la vague du succès. Rapide, facile, écologique, ce moyen de transport séduit chaque année en principauté bon nombre d'estivants, mais aussi de résidents. Il était donc tout naturel que lui aussi s'équipe afin d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes handicapées ou à mobilité réduite. C'est une clientèle qui a des difficultés pour justement transiter entre les deux quartiers touristiques de Monte-Carlo et de Monaco-Ville. Nous avions déjà un aménagement par la vente du bateau qui nous permettait déjà d'embarquer et de débarquer des personnes en chaise roulante. Maintenant, avec le nouvel appontement côté ancien yacht club, nous y trouvons des nouvelles commodités. D'une part, on évite de circuler par les pavés, par le sol complètement déformé du quai Régnier Ier. Et donc en venant ici sur ce ponton, nous avons une surface totalement lisse et nous avons aménagé
des sorties latérales que vous voyez, qui permettent aux handicapés, aux dames avec poussette de pouvoir venir facilement sur le bateau-bus. Après avoir testé les différents moyens de transport, Renato s'est confié à notre caméra. Dans l'ensemble, il ne faut pas se plaindre, c'est assez pratique puisqu'on a des accès au niveau des ascenseurs qui passent d'une rue à une autre. Bon, après, il faut savoir où ils sont, il faut connaître les accès, mais dans l'ensemble, oui. Et puis au niveau des bus, ça va. Et il y a des plateformes pour accéder, pour monter dans les bus. Dans l'ensemble, voilà, c'est assez pratique. Et puis alors le bateau-bus, une grande première? Oui, pour moi c'est la première fois, je ne savais pas que ça existait. Je vais le prendre pour l'essayer, pour être plus pratique, surtout ça. C'est plus rapide que prendre le bus, faire tout le tour, ça prend beaucoup moins de temps. Souffrir d'un handicap, quel qu'il soit, complique tous les aspects de la vie. Tout est plus long, plus difficile. L'accessibilité est donc essentielle et la principauté de Monaco l'a bien compris. Ces dernières années, de nombreux efforts ont donc été faits pour faciliter l'intégration des personnes à mobilité réduite. Il y a quelques jours, le service de pédiatrie et des urgences pédiatriques du centre hospitalier Princesse Grace ont inauguré des locaux et des nouveaux équipements. Des aménagements permis grâce au soutien de la MAD Monaco. Reportage. Si en principauté, la politique de santé et la qualité du prendre soin sont irréprochables, l'offre de soins est elle aussi essentielle. Et si à Monaco, une attention particulière est portée aux aînés, les enfants sont eux aussi au centre de toutes les attentions. C'est vrai que le gouvernement princier fait beaucoup pour la prise en charge de nos aînés. Vous savez qu'on a ouvert en 2010 la résidence à Quiétudine, on a ouvert le centre de gérontologie clinique Régnier 3 en 2013. Nous sommes en train de rénover complètement le Cap Fleuri. Mais à l'autre bout de la chaîne de l'âge, le gouvernement donne aussi la priorité à la qualité de la prise en charge des soins des enfants. Nous avons ouvert il y a quelques années ce service d'urgence pédiatrique justement pour que l'accueil des enfants soit dissocié de celui du service généraliste des adultes pour améliorer cet accueil. Nous avons complètement rénové le service de pédiatrie qui est désormais ultra moderne et vraiment avec des chambres tout à fait exceptionnelles pour les enfants. Et aujourd'hui, nous avons entendu aussi la demande des parents. Je crois que c'est toujours trop long, une attente aux urgences, même si nous faisons beaucoup mieux que dans tous les hôpitaux publics européens, même si nous sommes au-dessus des normes de qualité en Europe pour le temps d'attente aux urgences. Je sais que quand on a un enfant malade, on est très inquiet et c'est toujours trop long. Le délai d'attente et l'accueil aux urgences pédiatriques ont donc été améliorés. La sélection se fera dorénavant selon la gravité et non plus selon l'ordre d'arrivée. C'est pourquoi, à l'occasion de ses 50 ans, la MAD Monaco a souhaité financer la création d'un box qui permettra aux infirmiers de procéder à un premier examen en toute intimité afin d'évaluer le degré d'urgence et réduire ainsi les délais d'attente. Nous sommes déjà présents au CHPG par un contrat de partenariat avec l'équipe des Smiley Monaco qui intervient tous les jours au service des urgences pédiatriques, au service de pédiatrie. Mais manifestement, il y avait un besoin de restructurer les locaux pour le mettre aux normes, il y avait un besoin de matériel encore plus performant pour accueillir et orienter les petits-enfants malades ou souffrants de façon encore plus efficace. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu avec grand plaisir à l'appel de la direction du centre hospitalier Princesse Grace pour doter ce service de pédiatrie et d'urgence pédiatrique de ce matériel et pour permettre ces aménagements nouveaux qui vont servir encore plus la cause des enfants malades et souffrants. Un chèque de 160 000 € a ainsi été remis par la MAD Monaco au CHPG en faveur des enfants. Une somme qui a permis certes aux urgences pédiatriques d'améliorer leurs locaux, mais aussi au centre hospitalier d'acquérir de nouveaux équipements médicaux. Le premier appareil est un ventilateur qui va servir donc à prendre en charge les petits bébés en salle de naissance qui ne se sont pas bien adaptés au moment de la naissance. Le deuxième appareil est un appareil qui va servir à dépister les convulsions des nouveau-nés. Ça s'appelle un électroencéphalogramme d'amplitude.
Enfin, nous avons 4 moniteurs donc cardio-respiratoires qui permettent juste de mesurer les différents paramètres de tous les enfants. Et puis dorénavant, les patients peuvent voir un drôle de petit appareil également. À quoi sert-il? Alors cet appareil en forme d'oreille, c'est un sonomètre. Nous en avons donc acquéri 4 pour les mettre dans chaque service de pédiatrie. Et cet appareil permet de mesurer la nuisance acoustique. Donc on va pouvoir parler moins fort. Une opération qui vise donc à améliorer la qualité de la prise en charge des enfants et qui répond ainsi aux attentes des familles. Bizarre, voici le nom de l'exposition proposée par le Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. Le public est invité à venir découvrir ses œuvres à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Sandrine Nègre et Serge Prémont s'y sont rendus. Qu'est-ce que l'artiste a souhaité exprimer? Pourquoi cette disposition? Quelle est la raison qui motive le choix de ces couleurs? Devant une œuvre, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une installation ou d'une sculpture, des questions jaillissent dans notre esprit, des questions qui traduisent bien souvent un étonnement que l'on retrouve dans le titre du nouveau salon de l'Association des arts plastiques auprès de l'UNESCO, Bizarre. C'est un mot qui n'est pas négatif, qui n'entraîne pas vraiment de jugement et simplement un étonnement, une surprise. Donc j'ai voulu jouer là-dessus. Et puis aussi, les artistes sont toujours un petit peu quelquefois borderline ou quelquefois visionnaires ou etc. Donc voilà. Aussi avec la fameuse phrase de Baudelaire, qui est très à la mode, comme vous le savez en ce moment. Baudelaire, il y a des expositions, on en parle beaucoup. Et j'ai retrouvé, il y a quelques mois, une phrase de Baudelaire qui dit dans les écrits sur l'art, « Le beau est toujours bizarre ». Voilà, donc c'est le départ. Alors, départ donc, de cette exposition dans laquelle on retrouve des invités d'honneur. Là aussi, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter? Alors, ce sont des jeunes artistes allemands. Pourquoi l'Allemagne a été choisie cette année? Parce que nous-mêmes, nous avons été depuis plusieurs années invités par des groupes d'artistes allemands dans plusieurs villes d'Allemagne. D'abord à Potsdam, près de Berlin, plusieurs années de suite pour faire des expositions dans une galerie et participer gratuitement à la foire Art-Brandebourg. Et ensuite, nous avons aussi eu une grande exposition l'année dernière à Cologne, organisée par la mairie de Cologne. Et enfin, une exposition à Munich, dans une galerie de Munich. Donc c'était vraiment à notre tour d'inviter des artistes allemands. Ce salon comprend donc cette année les œuvres de plusieurs jeunes artistes allemands, des œuvres qui, comme toutes celles proposées sur ce salon, vont très certainement susciter l'étonnement et la réflexion auprès des visiteurs. Elles ont été dévoilées, vous le voyez, à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Nous avons choisi des artistes dont les œuvres correspondaient au thème annoncé. Il y a différents médias utilisés, différents supports artistiques présentés qui illustrent bien, je trouve, ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Je crois que lorsque les artistes, tout particulièrement, ressentent le besoin de créer, de passer à l'acte, c'est justement bizarre. Ils veulent s'exprimer et au plus on pense que quelque chose est bizarre dans nos esprits, au plus on crée quelque chose d'inspirant et d'intéressant. C'est ce que je ressens en tout cas selon moi et c'est ce qui nous fait continuer. Je suis sur une lignée qui parle plus de contexte actuel souvent, donc tourner beaucoup sur les technologies, nouvelles technologies, pas forcément que, mais en tout cas c'est un contexte et, philosophique, social, qui m'intéresse. Et elle avait une autre approche, même dans le raisonnement. Donc on s'est vraiment rencontrés et ça a créé de jolies tensions parce qu'au final, on se retrouve quelque part et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on a des langages différents, mais l'essence est la même. Artiste allemand, mais aussi artiste du Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO, une 50aine d'œuvres ont été sélectionnées et sont présentées chaque jour de 13h à 19h, salle d'exposition du quai Antoine Ier, jusqu'au 18 décembre. Et en bref, dans le reste de l'actualité.
Les salariés et retraités du privé comme du public étaient invités à manifester ce mardi en début d'après-midi dans les rues de la Principauté. 2 cortèges partant de Fontvieille et de Saint-Charles étaient menés par l'Union des syndicats de Monaco. Les grévistes se sont retrouvés en milieu d'après-midi sur la place Sainte-Dévote. Une grève et une mobilisation autour des caisses sociales, des salaires et des conditions de travail. L'entreprise monégasque de plomberie Noir Frères célébrait vendredi dernier ses 110 ans d'existence en Principauté. Cette entreprise familiale s'est adaptée au fil des années aux nécessités et aux tendances du marché, passant de la plomberie à l'apport de nouvelles technologies telles que le solaire ou les pompes à chaleur, ou encore récemment avec l'acquisition de la technologie brevetée Nuflo. Comme chaque année, la Saint-Nicolas a été célébrée en Principauté, une célébration qui séduit toujours autant les enfants. Le reportage de Christine Datomel. Une messe pour célébrer la Saint-Nicolas, le patron des navigateurs et des enfants, a été donnée ce mardi matin à la cathédrale de Monaco. Une célébration qui a réuni dans un premier temps les autorités de la Principauté. Dans un second temps, ce sont les enfants qui ont investi la cathédrale. Venus des différents établissements scolaires de Monaco, les petits écoliers ont écouté avec attention les paroles de Monseigneur Barcy. Alors, Saint-Nicolas, c'est une fête très ancienne de Monaco, puisque l'église qui se trouvait sur le rocher avant la cathédrale s'appelait Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas était le patron des gens de mer et le patron aussi des enfants, mais c'est venu plus tard. Je pense que quand nous avons des traditions, il faut les transmettre. Et c'est pourquoi ça me paraît très important, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure au comité, qu'on transmette non pas que les choses, disons, matérielles, mais aussi qu'on transmette les valeurs qui fondent un pays, qui fondent une nation, qui fondent un peuple finalement. Et ça fait partie de ces traditions importantes, de ces valeurs importantes de foi, de générosité, d'amour, et qu'il faut transmettre aux enfants si on veut que plus tard ils prennent le relais des adultes. La légende du Saint-Nicolas raconte que durant l'hiver, 3 enfants partis glaner dans les champs se sont perdus sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils se sont approchés et ont frappé à la porte. L'homme qui leur ouvrit n'était autre qu'un boucher qui accepta de leur donner l'hospitalité pour la nuit. Sitôt les enfants entrés, il les tua et les coupa en petits morceaux pour les mettre dans son saloir, afin d'en faire du petit salé. Saint-Nicolas, qui passa par là, frappa à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprit qu'il était découvert et, pris au piège, avoua tout de la situation. Afin de rétablir la situation, le saint homme étendit 3 doigts au-dessus du tonneau du petit salé et ressuscita les 3 enfants. Saint Nicolas punit alors le boucher, faisant de lui le fameux père Fouettard. L'histoire de Saint Nicolas, comme il y a le boucher qui tue un peu les enfants, c'est difficile, donc on change un petit peu l'histoire en disant qu'il est... Oui chérie, attends. Oui, je te donne un goûter. On leur explique qu'il les a laissés, que Saint Nicolas les sauve. Voilà, ils n'ont que 4 ans les miens, donc c'est un peu jeune pour raconter la vraie histoire de Saint Nicolas. Et il est comment, Saint Nicolas? La barbe blanche, le manteau marron et le chapeau jaune et rouge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le boucher. Il veut du sel. Je ne sais plus trop. Alors on le voit chaque année, la Saint-Nicolas plaît énormément aux enfants. Et oui. On bénit également les bateaux. On bénit les bateaux et puis alors il faut dire qu'après la cérémonie, ils vont à la mairie et je crois que là ils ont quelques friandises et ça aide bien pour que la fête soit très belle. L'histoire des 3 enfants sauvés dans le saloir peut être interprétée comme une allégorie de marins sauvés du naufrage. Le bac symbolisant le bateau et le sel la mer. Et c'est pourquoi tout au long des voies navigables de France sont élevées des chapelles dédiées à Saint Nicolas.
Et avant de refermer ce journal, un mot de football. Lundi avait lieu le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Un tirage effectué à la Tour Eiffel pour célébrer les 100 ans de cette compétition. L'AS Monaco recevra donc l'AC Ajaccio pour son tout premier match de l'année 2017. Les joueurs de Léonard de Jardim ne devront pas sous-estimer le 12e de la Ligue 2. Et le match se déroulera au Stade Louis II le 6 ou 7 janvier prochain. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un mot de météo à présent. Mercredi, ciel bleu, nuages rares. Les températures seront clémentes pour la saison avec 11 degrés au lever du jour et 17 degrés au plus chaud de la journée. Belle journée jeudi, temps assez doux. Vendredi, maintien d'un temps sec. Les températures seront toujours agréables. Le week-end sera plus mitigé avec l'apparition de nuages samedi en cours de journée. Le ciel sera largement couvert sur l'ensemble de la journée de dimanche. Nous débuterons la semaine prochaine sous un ciel voilé avec des températures allant jusqu'à 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.